Et coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, aujourd'hui je n'ai pas pu prendre la caméra hier lundi parce que je n'ai pas du tout eu l'occasion, je n'ai pas fait de pause déjeuner à la maison. Aujourd'hui nous sommes mardi comme je le disais. Et je pense que le mois de mars aura été, enfin c'est pas je pense, je suis sûre en termes de lecture, le mois de mars aura été marqué par deux lectures très intenses. D'ailleurs j'avais envie de vous faire une petite vidéo ou un réel, je sais pas trop encore, sur depuis que je lis quels sont les livres, on va dire que je vais peut-être faire un top 5 parce qu'il y en a eu énormément, des livres qui m'ont un peu transcendée, un peu bouleversée, qui ont été vraiment des grosses claques en fait. Et j'avais envie de me refaire une petite liste, un petit top 5 et de vous les partager en vidéo de ces fameux livres qui m'ont complètement... avec lesquels je suis vraiment pas sortie indemne du tout et qui encore aujourd'hui pas me hantent, parce que hanter c'est négatif, mais en tout cas qui m'habitent. Voilà, on va dire ça comme ça. Et les deux livres sur ce mois de mars qui m'ont vraiment bouleversée, et en plus tous les deux pour des raisons diverses. Il s'agit de Terre brisée de Clare Leslie Hall, édité chez Charleston, et de Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, édité chez Michel Lafon. J'ai terminé celui-ci hier soir, j'ai terminé celui-ci il y a 10 minutes et je peux vous dire que ces deux livres, c'est pépite, vraiment. Je vous explique pourquoi. On va commencer par ce roman qui est sorti il y a quelques semaines. On admire bien entendu la couverture que je trouve absolument magnifique, qui n'est absolument pas de saison puisqu'on est sur quelque chose de très automnal. Il n'empêche que peu importe, puisque l'histoire à l'intérieur est absolument incroyable. J'ai pleuré 2 fois. Voilà, j'ai pleuré 2 fois. Je vous ai partagé ça en story. Vous avez été nombreux à me dire, mais à quel moment as-tu pleuré? Du coup, j'ai dit à quel moment j'avais pleuré. Les gens m'ont dit, ah oui, ça m'étonne pas, je comprends, j'en étais sûre, mais je voulais pas te spoiler. Donc je pense que vous avez été nombreux à être très touchés par ce passage. Mais avant de parler larmichette, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire. On va suivre donc dans les années 70, en 1968 très exactement, Bess. Nous sommes en Angleterre et Bess vit dans un village où un petit peu tout le monde se connaît. Et Bess va tomber dans son adolescente éperdument amoureuse de Gabriel. Gabriel vit, comment il s'appelle ce petit manoir ? Je ne l'ai point en tête, mais en tout cas, ce Gabriel vit dans un manoir. On va dire que c'est le petit gars un peu riche du coin, que tout le monde considère comme le bain un petit peu hautain, qui est né avec la fameuse cuillère en argent dans la bouche et qui prend un petit peu tout le monde de haut. Il n'empêche que Bess, qui elle est issue d'une famille relativement... de classe moyenne, avec une maman professeure, il me semble, ou institutrice. Voilà, c'est en gros deux univers qui se rencontrent d'un coup comme ça, sur le domaine du château de Gabriel. Ils tombent éperdument amoureux, ils passent tout un été, c'est absolument fantastique. Gabriel part à Oxford, c'est parfait, puisque Bess, l'année suivante, doit elle aussi partir à Oxford pour étudier la littérature. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu, puisque les deux vont se séparés pour X raisons que je ne vais pas évoquer ici parce que je ne vais pas non plus tout vous révéler. Et on va suivre en fait Gabriel et Bess à, on va dire, 3 étapes plutôt importantes de leur vie, puisque l'histoire se déroule sur 3 temporalités. Je vais pas le présenter comme ça. Comment le présenter? C'est vraiment un livre qui est pas facile à présenter parce qu'il y a plein de temporalités et il se passe plein de choses. Je vais peut-être, au lieu de vous parler des temporalités, je vais peut-être juste vous parler de l'histoire. Donc l'histoire, je vous le disais tout à l'heure, Gabriel et Bess se rencontrent, tombent éperdument amoureux pendant leur adolescence. Ils se séparent pour des raisons que je n'évoquerai pas, que je vous laisserai découvrir, puisque je vous invite fortement à lire ce livre. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que 13 ans plus tard, Gabriel, qui est parti vivre pendant un temps aux États-Unis, revient vivre dans le manoir. Entre-temps, Bess a rencontré un gentil fermier qui s'appelle Frank, avec qui elle vit. Elle vit également en partie avec le frère de Frank qui s'appelle Jimmy, qui est aussi fermier. On est dans une ferme familiale qui se transmet de génération en génération. Et Bess et Gabriel vont se retrouver. Donc Bess a fait sa vie avec Frank.
Gabriel a fait sa vie aux États-Unis. Il a eu un petit garçon qui s'appelle Léo. Je regarde ce que je peux vous dire parce que vraiment j'ai tellement pas envie de vous spoiler. Mais toujours est-il que, et ça je ne vous spoil pas puisque c'est dans le résumé, quand Gabriel va revenir dans ce village pour vivre dans son manoir de nouveau, forcément pour Bess et Gabriel ça va être un petit peu compliqué de se retrouver. Je vous laisse voilà un petit peu imaginer, mais ce qui va se passer surtout, et ça on le sait dès le début, c'est que on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave au moment de ces retrouvailles, puisqu'il y a un procès où se trouve sur le banc des accusés, ils le disent là, tandis que Bess regarde l'homme qu'elle aime debout dans le box des accusés jugé pour meurtre. Elle ne peut s'empêcher de penser qu'ils avaient raison. Sauf qu'on ne sait pas, puisque comme on sait que Gabriel a été son amour, mais qu'il y avait aussi Franck, on ne sait pas qui est l'homme qu'elle aime qui est sur le banc des accusés. C'est Franck ou c'est Gabriel? Et dès le début, on sait qu'il y a eu un meurtre qui a été commis, mais on ne sait pas par qui, et on ne sait pas qui est accusé et qui potentiellement va aller en prison. Et jusqu'au bout du roman, on ne va pas le savoir. Enfin, on ne va pas le savoir. Si, on le sait, mais vraiment à la toute fin du roman. C'est compliqué de vous parler de ce livre, mon Dieu, c'est une catastrophe, c'est compliqué parce qu'en fait, ce livre, en fait, c'est une histoire d'amour impossible de deux êtres qui, malgré tout, vont tenter le tout pour le tout et ne vont pas pouvoir s'empêcher, en fait, d'être ensemble. Mais il y a tout plein de secrets derrière qui sont mais juste incroyables que je ne peux absolument pas vous révéler. Et c'est pour ça que c'est tellement dur de vous parler de ce roman. Je peux juste vous dire que c'est passionné et passionnel, que c'est bouleversant. Enfin, c'est pas une romance, hein. On n'est vraiment pas sur un triangle amoureux où elle était amoureuse d'un gars pendant son adolescence, ils se sont séparés, entre-temps elle s'est mariée, entre-temps il a fait sa life. Et puis à un moment ils se retrouvent, et puis en fait, voilà, ils y tiennent plus, et il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils s'aiment, etc., etc. Non, enfin, on n'est pas du tout là-dedans, on est sur bien d'autres choses, mais en fait, de base, l'histoire paraît relativement simple. On pourrait se dire que c'est une histoire qu'on croise dans la littérature en long, en large, en travers, mais pardon, mais Claire Leslie Hall, elle prend cette histoire relativement commune, et elle en fait un truc. Elle en fait un truc, mes amis, mais à aucun moment on suppose les choses, à aucun moment on ouvre les yeux, à aucun moment... Enfin, c'est... Ouais, c'est bouleversant, quoi, c'est bouleversant. Et puis j'ai pleuré 2 fois. Et j'ai tellement envie de vous en dire plus, et j'ai tellement envie d'échanger avec vous sur ce roman. J'ai tellement envie de vous inviter à le lire, mais vraiment, lisez ce roman. Il est bouleversant, et encore une fois, ce talent de faire d'un schéma littéraire et scénaristique plutôt lambda, enfin le fameux triangle amoureux, on le croise partout, mais là, elle tisse autour une espèce de toile d'araignée, de la dentelle, un truc, mais tellement dingue, tellement intelligent, tellement recherché, avec en plus toute cette envergure humaine et sentimentale, mais pas sentimentale encore une fois dans le sens romance, mais vraiment des sentiments qui peuvent être hyper noirs, tout ce côté où la pauvre Bess, elle est vraiment mais complètement perdue, complètement arrachée à elle-même, où à la fois elle est dans la résistance, mais à la fois elle n'arrive pas à résister. Enfin, puis la façon dont c'est écrit, c'est juste incroyable. Donc vraiment, Terre brisée de Claire Leslie Hall. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, cette dame. Je pense que c'est une autrice à suivre. Je ne sais absolument pas si c'est son premier roman, si elle a écrit autre... Ah mais si! Bah voilà, c'est son premier roman. Bon bah super, bah génial. Avec la tension d'un thriller, c'est vraiment ça. C'est un premier roman. Bon bah alors, à suivre cette autrice. Et je vous lis un petit extrait ici qui est à l'intérieur de la couverture. Je vais essayer de vous le lire sans partir dans les trémolos et les larmes. On va faire ça de façon très sérieuse. C'est vrai ce qu'on raconte.
à l'instant fatidique, on revit toute sa vie. Nous sommes à nouveau ce garçon et cette fille qui avait la vie devant eux, la lumineuse beauté d'un monde aux 1001 nuits étoilées. Il attend que je relève les yeux, puis il me sourit et hoche subrepticement la tête pour m'encourager. Tout ira bien, vas-y Bess, dis-le maintenant. Je contemple à nouveau son visage, aussi beau à mes yeux aujourd'hui qu'à l'époque et pour toujours. Nous échangeons un dernier regard avant que tout ne bascule. Voilà, ça vous laisse un petit peu imaginer un petit peu l'ambiance du roman. Mais merci les éditions Charleston d'éditer ce genre d'histoire qui vraiment marque et qui reste et qui font du bien. Et c'est pour ça qu'on aime lire, c'est pour aller rencontrer ce genre de manuscrits qui nous remue et qui nous secoue. Un autre roman, et le second qui m'a complètement fait capoter, c'est Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Si vous connaissez Olivier Norek, vous savez que c'est plutôt un auteur de polar, d'enquête, de romans policiers, que ce soit Entre deux mondes, que ce soit Surface, que ce soit qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, que ce soit sa trilogie, c'est une trilogie, oui c'est une trilogie. Bref, Olivier Norek il fait dans le polar, sauf que là, on n'est pas du tout dans du polar. Il n'y a pas une once d'enquête, il n'y a pas une once de meurtre, il n'y a pas une once de procès-verbaux, il n'y a pas une once de... Il n'y a pas une once de polar, quoi, vous l'aurez compris. On est sur un roman de guerre. Alors, comme je vous le disais dans un précédent vlog, si vous n'aimez pas, enfin pas aimer, mais en tout cas si vous êtes sensible, et si c'est compliqué pour vous de regarder des films, de lire des livres, de voir des reportages sur la Première et la Seconde Guerre mondiale, passez votre tour, vous n'allez pas passer un bon moment, vraiment pas du tout, ça va être douloureux pour vous. A contrario, si vous aimez cette partie de l'histoire, vous allez vous régaler. On part sur la fameuse guerre de l'hiver, donc c'est le surnom de la guerre qui a eu lieu entre la Finlande et l'Union soviétique entre novembre 39 et elle s'est terminée en mars 40. Elle a duré une centaine de jours, si mon calcul est bon, et clairement dans les livres d'histoire, enfin moi je ne me souviens absolument pas à l'école qu'on nous ait parlé au moment où on aborde le sujet de la Seconde Guerre mondiale, qu'on nous ait parlé de cette guerre de l'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique. On va dire que c'était... voilà, pour vous donner un petit peu une image, que c'était vraiment David contre Goliath. Je vous laisse imaginer qui était David, qui était Goliath. Et c'est une guerre sanglante et qui a fait, côté Union soviétique, plus de 400 000 victimes et côté Finlande, 60 000. Il me semble que c'est ça. C'est ça, l'armée rouge a perdu 400 000 hommes, blessés, tués ou disparus. Et elle n'en reconnut officiellement que 350. Le reste devait être oublié, le reste faisait honte. L'armée finlandaise en déplora un peu moins de 70 000. Elle fit aussi 6 000 prisonniers russes qu'elle rendit au lendemain de l'armistice, mais eux non plus ne raconteraient pas leur guerre d'hiver. 400, donc sur les 6 000, furent exécutés dès leur retour et 4 000 partirent au goulag, leur mémoire bâillonnée au fond d'une cellule. Parce que bien entendu, ça a été un petit peu la honte du côté soviétique, puisque pour vous la faire courte, l'Union soviétique, les soldats de l'Union soviétique débarquent en Finlande. On est du coup sur un pays où il peut faire moins 30 ou moins 40. Donc les Finlandais étaient préparés à vivre ces hivers très très compliqués. Les soldats côté russe, clairement, n'étaient absolument pas prêts. Ils sont arrivés en toute petite tenue, avec des armes et des fanfares et des trompettes pour encourager les troupes, plutôt que des couvertures, des gros manteaux, des grosses bottes et de quoi manger. Donc il y avait certes un David contre un Goliath, mais un David beaucoup plus préparé et beaucoup plus adapté à l'environnement, plutôt que voilà, ce Goliath qui clairement ne savait pas du tout où il mettait les pieds. Et le roman donc parle de cette guerre, mais fait aussi un focus sur un personnage qui s'appelle Simo, qui est finlandais, qui a été surnommé assez rapidement la mort blanche, puisque Simo était ce qu'on va dire, on pourrait qualifier ça d'un sniper, et il fut longtemps considéré comme le meilleur sniper au monde. Il a, je crois, pendant cette guerre, tiré et tué 542 soldats russes, le plus souvent
d'un seul tir et c'était un peu le sniper de cette guerre, c'était un peu l'homme à abattre côté russe, enfin par les Russes côté russe et c'est un personnage qui du coup va apparaître en filigrane pendant tout le roman. On va suivre également tous les généraux, les lieutenants, enfin voilà, tous ceux qui sont en haut de la pyramide et qui doivent prendre les décisions. Est-ce qu'on signe des accords, est-ce qu'on signe pas des accords, est-ce qu'on signe l'armistice, est-ce qu'on signe pas l'armistice, qu'est-ce qu'on fournit à nos soldats, qu'est-ce qu'on leur fournit pas, quelles sont les tactiques, les techniques, etc. Donc il y a plusieurs personnages comme ça un peu phares qu'on retrouve d'ailleurs à l'issue du roman. Il y a des photos des soldats. Je vais essayer de vous en montrer. Voilà, on a des photos comme ça en noir et blanc. Donc vraiment ce qu'il faut savoir c'est que, et il le dit à la fin, Olivier Norek, je vais vous lire ce qu'il dit: ceci est un roman, cependant les dialogues proviennent souvent d'archives où ont été transmis par des passionnés, des militaires et des historiens. Aucun fait d'armes n'a été inventé, ni aucune anecdote. Aucun acte de bravoure n'a été exagéré. Si ces événements ont bientôt un siècle, ils nous renvoient à l'histoire actuelle et nous mettent en garde. La guerre survient souvent par surprise et il faut toujours un premier mort sur notre sol pour y croire vraiment. Donc vraiment, Olivier Norek, et il parle dans les remerciements que je vous invite à lire. Il y a des remerciements, alors je sais c'est un peu chiant des fois de lire les remerciements, on s'en fiche de savoir, enfin on s'en fiche, c'est pas qu'on s'en fiche pas, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais disons que forcément le plus important c'est le roman, et des fois les remerciements, bon, en fait ils passent à la trappe, on se dit bon bah voilà, il va remercier son éditeur, remercier X ou X personnes, enfin les premiers qui ont lu son livre, ou sa conjointe, ou ses enfants, ou son père, sa mère, etc. Mais il y a des livres comme ça où les remerciements nous apprennent des choses assez incroyables. Olivier Norek nous dit qu'il a croisé l'histoire de Simo il y a une dizaine d'années, qu'il a toujours su qu'il partirait un jour sur ses pas. Et c'est ce qu'il a fait, sauf qu'il ignorait la somme de recherche, de documentation, d'interviews, de voyages qu'il allait devoir faire pour apprendre à le connaître. Donc il a rencontré des professeurs, des maîtres conférences, il a été mis en contact avec un soldat, il est allé dans une maison en bois aux limites de la Laponie finlandaise, il est allé en forêt pour apprendre à tirer sur le même modèle, le même fusil de précision qu'avait Simo, pour entendre la déflagration comme l'écho des milliers de déflagrations de la guerre d'hiver. Il est allé rencontrer des passionnés d'histoire, il est allé forcément dans des bibliothèques, rencontrer le cofondateur du musée sur Simo, mais surtout ce qu'il raconte et qui est assez incroyable: au milieu de mon voyage en pleine recherche en Finlande, alors que le froid commençait à atteindre les moins 35 degrés et que je m'apprêtais à rencontrer Kimmo, le sniper et soldat qui m'a pris sous son aile, je recevais un message de mon père. À ce message était jointe une photo. On y voyait une unité de la Légion étrangère. Dans un coin, je découvris le fameux Juutilainen, qu'on surnommait l'horreur du Maroc et qui a été l'un des responsables de la division de Simo. Donc sur cette photo, il voit apparaître sur la photo l'un des légionnaires, enfin l'un des responsables du régiment, le responsable du régiment principal de Simo. Donc dans un coin, il y a la photo du fameux gars qu'on surnommait l'horreur du Maroc. Dans l'autre, il y a le grand-père paternel, dans l'autre coin de la photo, donc sur la même photo, le grand-père paternel d'Olivier Norek, dans la même unité. Ainsi mon sang a croisé celui de ce fou que je n'arrive pas à détester, encore moins à mépriser. Il est des hommes damnés qui forcent le respect malgré eux, puisque l'horreur du Maroc, il est décrit du coup dans le roman, et c'était tel qu'il était comme un taré, un alcoolique qui avait la guerre dans le sang et qui n'attendait qu'une chose, c'était de tuer, de tuer, de tuer. Il y a d'ailleurs une scène où il ramène sur un piquet les corps de deux Russes qu'il a zigouillés et il les plante devant sa tente. Voilà, donc quand je vous dis que si vraiment vous n'aimez pas ce genre de roman, passez votre tour, parce que oui, c'est un roman. Autant dans les thrillers, on va rencontrer comme ça des scènes, mais on va se dire... Allez, c'est un thriller, c'est inventé, ça n'a pas de poids, ce n'est pas ancré dans la réalité. Or là, tout ça est ancré dans la réalité, tout ça n'est pas inventé, tout ça a réellement existé. Et Olivier Norek s'est attaché à mettre un réalisme relativement déconcertant et hallucinant dans ce roman. Et quand on apprend dans les remerciements que tout a été documenté, qu'il a eu accès à des photos, à des témoignages, à des archives, eh ben en fait c'est relativement fou, et franchement bravo à Olivier Norek d'avoir réussi à nous offrir un roman
à ce point documenté. Et pour autant, on n'a pas non plus l'impression de lire un roman. Alors, un roman historique, oui, mais à la fois pas au point des romans historiques où on va avoir plein de dates, où on va avoir plein d'infos, plein de noms. Oui, il y a des noms, il y a des infos, mais c'est englobé dans beaucoup de sentiments humains, où on parle beaucoup de ces hommes, hein, que ce soit côté Union soviétique ou côté Finlande, de ces hommes qui du jour au lendemain ont quitté leur famille, ont quitté leur patrie, donc pas pour les Finlandais puisqu'ils se battaient chez eux, mais en tout cas ont quitté leurs conditions d'hommes, conditions simples, ou en tout cas voilà, c'était des instituteurs, des maçons, des fermiers, etc., qui d'un coup se retrouvent à tuer. Il y a une scène où Simo tue pour la première fois et où vraiment Olivier Norek écrit sur le sentiment ressenti par Simo lorsqu'il tue pour la première fois. Bah, ça fait quelque chose, vraiment ça fait quelque chose. Donc enfin voilà, c'est un roman que je trouve utile. Il est beau, mais il est utile aussi. Parce que, forcément, comme il le dit à la fin, bah c'est oui, en fait, il suffit des fois d'un mort et d'une personne pour que ça y est, la guerre soit chez nous. Il est utile parce qu'il met en lumière une infime partie de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, une guerre, la guerre d'hiver dont on n'a quasi pas entendu parler. Et il fait aussi la lumière sur la condition humaine, mais au-delà de ça, la condition émotionnelle des hommes sur le front qui, la plupart du temps, étaient extrêmement jeunes. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman. Je vous invite juste à lire ces deux petites pépites et à m'en dire des nouvelles. Si vous les avez lues, venez m'en parler, on en discute, parce que autant il y a des romans, j'ai pas forcément besoin d'en parler et j'aime bien le roman, mais je vais passer à autre chose et il va pas forcément me marquer plus que ça. Autant ceux-là, j'ai pas envie de passer à autre chose et je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre que je vais aller écouter des interviews d'Olivier Norek, parler de ce roman, parler de ses recherches et lisez les remerciements. Vraiment, lisez l'épilogue, lisez les remerciements. Et voilà, qui sont vraiment très intéressants et porteurs de plein d'informations. Petite réception désormais que j'ai reçue hier, Une enfant prodigieuse de Elena Eschlin, édité aux éditions Hauteville. On est sur un roman, c'est marqué « Qui connaît mieux un enfant que sa propre mère ?» Et si l'amour maternel vous jouez des tours? Charlotte Masson s'efforce d'être la mère parfaite pour Stella, sa fille de 8 ans. Brillante mais difficile. Toutefois, après la mort brutale de sa nourrice arménienne Blanca, la petite n'est plus la même. Stella adopte peu à peu les manières de Blanca, son accent, et se découvre même une passion déconcertante pour le traditionnel ragoût à l'agneau alors qu'elle a toujours été végétarienne. Charlotte, épuisée par une grossesse inespérée, sombre dans un désespoir grandissant face à cet enfant qu'elle semble être la seule à ne plus reconnaître. Devrait-elle écouter son instinct qui lui hurle que sa fille est en proie à une influence mystérieuse, ou est-ce sa propre raison qui se dérobe? Un suspense glaçant, une ode à la maternité dont le twist final hantera longtemps les lecteurs. Frisson garanti, roman déstabilisant, page turner obsédant, exploration profonde de l'amour maternel, une lecture diaboliquement plaisante, voilà, donc forcément, aïe aïe aïe, ça nous donne envie de le commencer tout de suite. Et d'ailleurs, je pensais aussi vous faire une petite vidéo sur tous les livres que j'ai envie de lire dans les semaines à venir, puisqu'ils sont vraiment très nombreux, et que cette vidéo me permettra aussi, alors, vous permettra de vous donner des envies, vous permettra aussi sûrement de me dire commence par celui-ci bof, celui-ci vas-y fonce, lis-le tout de suite, et ça me permettra aussi moi de faire un point sur les livres que j'ai à lire. Voici donc pour cette petite réception. Et la seconde de la part des éditions Fleuve, c'est le dernier Delphine Giraud. Attendez, on va éviter de faire des bêtises. Le dernier Delphine Giraud, Plus vaste que le monde. C'est l'autrice du best-seller 6 ans à t'attendre, Delphine Giraud. Voici donc son nouveau bébé qui est sorti le 13 mars, il me semble, c'est ça. Il est sorti le 13 mars. Et c'est un roman qui se passe au Guatemala.
Je vais peut-être vous lire ce qui est marqué sur le communiqué de presse plutôt. Delphine Giraud a choisi pour sa nouvelle intrigue le cadre des paysans du Guatemala. Delphine Giraud a choisi pour sa nouvelle intrigue Le cadre des paysans du Guatemala, un texte émouvant sur une magnifique relation filiale qui raconte le parcours unique d'un père prêt à tout pour aider sa fille et démontrant, s'il en était besoin, que l'amour d'un parent pour son enfant ne doit rien au lien du sang. Le roman se transforme en enquête haletante d'un bout à l'autre de ce pays dont ils ne connaissent rien pour remonter le fil des secrets qui entourent la naissance de Maya. Delphine Giraud s'est inspirée de faits réels, un scandale de corruption à grande échelle révélé en 2003 qui a abouti en France à l'arrêt des procédures d'adoption en lien avec le Guatemala. Voilà. Eh bien écoutez, ça va, je sens que voilà, on va être encore un petit peu sûrement dans l'émotion. Donc voici eh bien, 2 nouvelles lectures à ajouter à ma liste des livres que je veux lire très rapidement et qui me donnent follement envie. Je vais m'arrêter là, je vais retourner travailler bien entendu. Je vais commencer un nouveau livre, peut-être que je vais me lire Le Tigre, la nouvelle de Joël Dicker qu'il a écrite à l'âge de 19 ans, parce elle fait une 60aine de pages, donc peut-être que je vais pouvoir lire ça en une petite soirée. Et après, le Kate Morton, ou peut-être un roman graphique, ou peut-être Le Dernier Conte, ou peut-être Done and Dusted, ou peut-être Légende d'automne, ou peut-être 3 petits points. La liste est longue, donc il faut vraiment que je fasse un point sur tous les romans que j'ai à lire. J'en ai là, au-dessus de moi, là. Alors au-dessus, pas là, mais au-dessus, j'en ai toute une pile. J'en ai là-bas aussi, j'en ai dans ma chambre et mon mec il y a 2 jours m'a dit « Laura, je comprends pas, il y a des livres partout. » Y a-t-il vraiment quelque chose à comprendre? Du coup, j'ai essayé de lui dire... Enfin, je sais pas, j'ai essayé, j'ai dit « Ça pourrait être sympa de peut-être mettre une étagère dans notre chambre, au-dessus de la porte. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être joli, je pourrais y mettre des plantes et tout ça. Mais c'est surtout que ça pourrait être sympa que je puisse mettre... mes livres un peu prioritaires, mes services presse et tout, sur cette étagère pour un peu avoir une vision globale, parce que là j'en ai juste là en plus derrière sur la chaise aussi, parce que j'ai les livres aussi de la bibliothèque. Moi j'aime bien, hein. Enfin, franchement j'adore avoir plein de livres autour de moi et plein de possibilités, plein de choix et toutes ces histoires qui m'attendent. Mais je peux comprendre que pour mon mec qui ceci dit adore lire aussi, ce soit des fois un petit peu too much. Voilà, mais on ne se refait pas, n'est-ce pas? Allez, sur ce je vous laisse, je retourne travailler et dans tous les cas je vous reprends plus tard. Eh bien le bonjour tout le monde, nous sommes vendredi aujourd'hui, fin de semaine. Je reviens par ici avec un petit livre terminé et 2 réceptions. Je vais commencer par les réceptions que j'ai pré-ouvertes pour pas vous ruiner les tympans. Nous avons... Ah oui, c'est vrai, trop bien. Ah bah je vais peut-être lire ça en fait. Oh ouais, je vais lire ça. Nous avons Le Tisseur d'Histoire de Meg Sheffer, édité aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup la très jolie couverture. On est sur un roman qui est initialement paru aux éditions Nami, si je ne m'abuse, qui est une maison d'édition qui appartient aux éditions Le Duc qui possède également Charleston. Et donc de base, ça a été édité chez Nami et là édité en poche chez J'ai lu. Je vous lis rapidement le résumé. Lorsque Jack Masterson, vieil homme fantasque et auteur de la série à succès L'île de l'horloge, annonce après de nombreuses années de silence qu'il organise une chasse au trésor dont la récompense est l'exemplaire unique de son dernier manuscrit, il ne laisse personne indifférent. Collectionneur, lecteur passionné ou opportuniste motivé par l'appât du gain, tous se souhaitent remporter le mystérieux texte. Et pour Lucinaire, fan de la première heure, criblé de dettes, la chance de mettre la main sur le livre le plus convoité du monde et la lueur d'espoir dont elle n'osait espérer. Traduit dans 17 langues. C'est son premier roman traduit... son premier roman traduit en français, c'est Le Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Mais du coup, est-ce que c'est une suite? Puisque si son premier roman, c'est... son premier roman traduit en français, c'est Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Et là, on est sur un roman qui parle d'un auteur à succès de la série L'île de l'horloge. Est-ce que du coup, ce serait la suite? Que dit le petit communiqué de presse? On va peut-être le savoir. Coup de cœur des libraires. Non, bah non.
ça ne dit rien, ça ne dit rien, à part que du coup les libraires ont eu un gros coup de cœur. Certains mentionnent, font le lien avec Charlie et la chocolaterie, un roman loufoque qui parle d'amour, de courage, de choix, de souvenirs, avec douceur et tendresse, un roman touchant, avec ce qu'il faut de magie, d'émotion et d'espoir pour nous emporter, le roman parfait pour votre été. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup de livres à lire parce que j'ai eu pas mal de réceptions ces derniers temps et qu'en fait face à toutes ces réceptions je suis complètement bloquée depuis que j'ai fini le livre que je dois vous présenter maintenant et que je tâtonne, j'en recommence un et puis en fait non, puis j'en recommence un autre, puis en fait non, enfin j'arrête pas de faire ça, mais il va juste falloir un moment que je me décide. Et je me dis au final, est-ce que ça peut pas être celui-ci? Surtout qu'en plus, alors vous vous rendrez peut-être pas compte à la caméra, mais la police d'écriture est assez grosse. Donc peut-être ce roman. Mais j'ai une deuxième réception. Et peut-être que cette deuxième réception va tout faire pencher. La deuxième réception... Ah oui, ça va peut-être tout faire pencher. Ah là 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 là. Ah oui, alors là... là, on est sur une réception Charleston. Je participe au prix Charleston Poche. Et je crois que d'ici le mois de mai, j'ai 5 livres à lire. J'en ai déjà reçu un. Et là, c'est le second qui se passe en Écosse, les amis. Donc voilà pourquoi je vous dis que la balance peut clairement pencher en faveur de ce roman. Il s'agit de September de Rosamund Pilcher. Voici la couverture très automnale, vraiment magnifique cette couverture, j'aime beaucoup, avec ce magnifique château écossais au fond. September, quand la bruyère fleurit et colore de mauve les collines, est le mois des festivités en Écosse. Le village de Strathclyde, j'imagine que ça se dit comme ça, n'échappe pas à la règle. Un grand bal y est organisé en l'honneur des 21 ans de Katie Stainton. Pour les Herdes et les Balmerino, les deux familles les plus influentes de la ville, c'est l'occasion de se retrouver, de rentrer à la maison pour ceux qui sont partis et de faire de nouvelles rencontres. Mais la vie réserve toujours des surprises. Et quand la sulfureuse et imprévisible Pandora fait son apparition, la fête devient le théâtre de vieilles rancœurs et d'anciens secrets. Car après 20 ans d'absence, elle est bien décidée à briser le silence sur le scandale qui a entouré son départ. Dans ce roman foisonnant qui nous emmène au cœur des paysages inoubliables d'Écosse, Rosamund Pilcher montre toute l'étendue de son talent de conteuse et de sa compréhension profonde de l'âme humaine. Ah là 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 là. En plus, c'est pas une petite jeunette cette dame parce qu'elle est décédée. Pardon. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais en fait, j'ai commencé par ah, c'est pas une petite jeunette cette dame parce qu'en fait, j'allais dire, elle a écrit 28 romans, ces romans ont été vendus à plus de 60 millions d'exemplaires, etc. Donc voilà, la suite de ma phrase a été ça. Après, j'ai remonté mon regard vers Rosamund Pilcher, entre parenthèses, 1924-2019. Donc bien entendu qu'elle n'est pas toute jeune puisqu'elle est décédée, cette autrice, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un petit bébé quand même, hein, qui fait quasi 800 pages. Mais peut-être que je peux lire ça et autre chose en même temps et cumuler de lectures. Peut-être que je vais faire ça. En tout cas, voici les deux super réceptions du jour. Et je vais prendre une semaine de congé, je pense, si ça continue. J'ai récemment lu, enfin je l'ai lu hier, avant-hier. Est-ce que j'ai lu hier? Oui, j'ai commencé un livre, mais qui ne me satisfait pas grandement, donc je pense que je vais changer. Mais en tout cas, j'ai enfin lu la fameuse nouvelle que Joël Dicker a écrite à l'âge de 19 ans. Il s'agit de la nouvelle Le Tigre, donc de Joël Dicker. Là, c'est une édition de chez De Fallois, qui est son éditeur... qui est son premier éditeur à Joël Dicker. Et en fait, j'ai eu un commentaire de qui j'ai eu un commentaire qui me disait « Ah là là, t'as trouvé l'ancienne édition ». Donc en fait, c'est une édition de la bibliothèque. Et par curiosité, je me suis dit « Tiens, pour qu'elle me dise ça, c'est que peut-être c'est une édition qui est très compliquée à trouver ». Donc en effet, elle est compliquée à trouver. Je suis allée sur Vinted. À titre d'exemple, il y a un exemplaire à vendre à la modique somme de 50 €. Voilà, donc je pense que en effet, c'est une édition qu'on ne doit pas beaucoup trouver ou si peu, ou alors il faut vraiment tomber dessus. Et c'est surtout que c'est une édition qui est illustrée par David de las Heras. Je vais vous montrer quelques illustrations si j'arrive à tomber dessus. Voilà.
par exemple, le genre d'illustration qu'on peut trouver dans cette nouvelle qui fait une 60aine de pages à peu près. Je crois que c'est ça, hein, elle est vraiment pas longue du tout. Là, elle fait 57 pages. Il s'agit de... Donc nous sommes en plein cœur de la Sibérie, pardon. Et en fait, il y a un fait divers qui va défrayer la chronique là-bas. C'est qu'il y aurait un tigre qui assassinerait des villages entiers. Donc on le dépeint comme une espèce de monstre au croc acéré. Et en fait, le tsar décide d'offrir une récompense à celui qui réussirait à trouver le tigre, à le tuer et à le ramener à Saint-Pétersbourg. Et en fait, nous allons avoir un jeune Pétersbourgeois, ouais, si ça se dit comme ça, qui s'appelle Ivan Lvovitch. Si vous avez lu l'énigme de la chambre, j'ai jamais le numéro en tête, l'énigme de la chambre, je l'ai là ou pas ? Non, je l'ai pas là. L'énigme de la chambre, on va dire 612 au pif. L'un des personnages, c'est Lvovitch, justement. Et j'ai été assez surprise et ravie de constater qu'il avait utilisé le nom de famille d'un personnage de la première nouvelle qu'il a écrite et publiée pour un roman qui, du coup, par la suite, a eu un très grand succès. Et donc, Ivan Lvovitch, qui est un jeune homme, décide de quitter Saint-Pétersbourg, d'aller vers la Sibérie, pour, en plein cœur de la Sibérie, pour du coup tenter de trouver ce tigre, de le tuer et de récupérer la fameuse grosse récompense qui est prévue. Donc voilà, on va suivre un petit peu les péripéties de ce jeune qui a priori n'a pas forcément l'habitude de servir d'un fusil, qui a priori n'a pas l'habitude de se retrouver en plein cœur de la Sibérie, mais qui vraiment est bien décidé et compte un petit peu sur sa jeunesse et sa fougue pour réussir à choper le petit tigre. Voilà. Je ne vous raconte pas la fin. Voilà, je viens de bâiller en fait, c'est pour ça que j'ai les yeux. Voilà, Voilà, je ne vous raconte pas la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout un coup de cœur. On va dire que c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de curiosité et d'envie au départ, parce que vraiment j'avais envie de découvrir, comme je vous le disais précédemment, ce que Joël Dicker avait pu écrire à l'âge de 19 ans. Après, c'est plus se dire, voilà, j'ai lu la nouvelle de Joël Dicker qu'il a écrite à 19 ans, mais c'est pas une nouvelle qui est complètement transcendante. Le début, en fait, j'ai pris ça un peu plus comme un conte que comme une nouvelle, puisque le personnage du tigre est assez mystérieux. Les personnes qui témoignent ne l'ont pas complètement vu, mais pour autant il est très violent, et pour autant il épargne certaines personnes et pas d'autres. Et il épargne du coup les personnes qui n'ont pas peur de lui, celles qui ont peur de lui, il les bouffe, hein, littéralement, voilà. Et je sais pas, au début j'ai lu ça comme un conte et j'ai trouvé que la fin était rapide, était pas forcément digne d'un conte. Alors peut-être que c'est une erreur que j'ai faite et qu'il fallait pas que je le lise comme un conte, où du coup on s'attend, comme tout conte, à une espèce de morale, à une fin un peu enchanteresse, même si elle peut être cruelle, mais quelque chose d'un peu ficelé et enrobé à la fin, où on a un espèce de point final un peu comment dire, un vrai point final qui clôt toute la progression narrative, etc. Et là, je ne l'ai pas eu. Donc voilà, mais je peux juste me dire que voilà, avec toute satisfaction, que j'ai lu la nouvelle que Joël Dicker avait écrite. Et comme c'est un auteur que j'adore vraiment beaucoup, voilà, je suis contente d'avoir pu lire cette nouvelle. Voilà pour le livre terminé. Et du coup la suite, voilà, la suite, écoutez, je ne sais pas, je suis perdue. Je ne sais que faire, ou alors il faudrait que je demande à... Si, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais faire une pile de 5 livres par exemple, des livres qui me tentent, et je vais demander à mon fils de choisir pour moi. Peut-être que je pourrais faire ça. Je pense que ça peut être une bonne idée. Écoutez, dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'il a choisi. Je vais faire ça à la sortie de l'école. On est vendredi, demain c'est le week-end. Peut-être que j'aurai le temps de lire. Non, ce soir, j'aurai pas le temps de lire. Eh bien, demain après-midi, pendant le temps calmer la sieste. Et puis peut-être demain soir. Et puis peut-être dimanche. En tout cas, on l'espère. Sur ce, je vous laisse et je vous lèche.
bien sûr, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Je vous reprends plus tard. Vraiment, il faut que, je sais pas, faut que je fasse quelque chose, mais en tout cas, il faut que j'arrête cette vidéo ici. Donc, comme vous avez pu voir précédemment, j'en ai profité pour changer un petit peu la bibliothèque. Avant ici, j'avais pas mal de livres, enfin des livres de ma bibliothèque un peu courants, et je n'avais pas d'étagère spéciale pour mes services presse, livres récemment achetés et reçus qu'il faut que je lise en priorité. Du coup, j'ai un peu tout changé et j'ai vraiment regroupé là à la fois les livres de la bibliothèque, j'ai mes deux graphiques ici, à la fois des livres que j'ai achetés comme Le Dernier Conte ou Fourth Ring par exemple, et des livres que j'ai reçus de maison d'édition, ceux-là c'est des livres qu'on m'a prêtés, ceux-là c'est des livres de maison d'édition, ça aussi dans le cadre, donc ces deux-là dans le cadre du prix poche Charleston. Celui-ci c'est un que j'ai acheté et les autres du coup j'ai complété, enfin ceux-là du coup il n'y a pas d'urgence. Il y a ceux-ci que j'ai reçus il y a une éternité de la part des éditions L'Archipel que j'ai vraiment très envie de lire. Donc voilà, en gros on est sur, on va dire, service presse vraiment à lire en priorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà, auquel du coup je vais ajouter ces deux-ci que j'ai vraiment très envie de lire. Et celui-là également, Une automne pour te pardonner, que j'ai appelé d'ailleurs dans un précédent vlog Légende d'automne. Mais Légende d'automne, il me semble que c'est un film. Bref, voilà, comme ça au moins j'y vois un petit peu plus clair et voilà, au moins je sais que dès que je termine le livre que je lis en ce moment, je vais pouvoir avoir un regard assez global sur tous les livres, sachant que, ah oui, celui-ci, il ne sort qu'au mois de mai, donc celui-ci, il n'y a pas d'urgence, mais sinon, tous les autres sont déjà sortis. Le Jenny Colgan, je crois aussi. Ouais, c'est tous des livres qui sont sortis récemment, donc celui-ci, on va dire que je vais le mettre un petit peu plus tard. Et puis, il y a bien entendu ma pile de tous mes livres écossais qu'il me reste à lire avant la fin du mois de juin. Voilà un petit peu pour le point palle en cours, enfin palle en tout cas urgent, parce que ma palle est juste gigantesque, mais en tout cas ça c'est la palle un peu prioritaire. Et bonsoir tout le monde, je viens de tourner cette séquence, mais je me suis plantée en fait sur mon téléphone et j'ai tourné en cinématique, et quand j'ai voulu l'importer sur mon logiciel de montage, bah, clairement ça a bugué, c'était beaucoup trop lourd. Donc me revoici, je tourne une seconde fois cette séquence, et je vous disais en introduction qu'il était rare que je vous prenne en fin de journée comme ça avec la light, etc. Mais j'avais pas forcément trop le choix puisqu'on est samedi soir, que j'ai pas eu le temps de tourner cet après-midi et que j'aimerais vraiment finir de monter ma vidéo pour vous la poster demain, pour garder un peu le rythme que j'aime avoir sur la publication de ces vidéos. Je reviens avec une lecture commencée suite au Tigre de Joël Dicker. J'ai donc commencé, comme je vous l'avais dit un peu précédemment, Le Tisseur d'histoire de Meg Sheffer, édité aux éditions J'ai lu. Je ne vous refais pas le résumé puisque vous l'avez dans la vidéo précédente, enfin non, pas dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, mais dans une séquence précédente. J'ai lu une centaine de pages et pour le moment j'aime vraiment beaucoup. Je vais m'y remettre une fois que j'aurai terminé cette vidéo, mais vraiment j'aime
beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'histoire pour le moment et j'adhère complètement aux personnages, même si voilà, je les ai pour l'instant découverts que sur une centaine de pages, donc ce qui s'annonce plutôt pas mal pour cette lecture. Petite réception de la part des éditions Charleston, un roman de Jenny Colgan. Il s'agit de Fil en aiguille, d'une autrice que j'ai découvert la première fois avec la charmante librairie des jours heureux. Quelque chose comme ça, la charmante... J'ai plus, je vous mettrai la couverture ici, mais en tout cas ça a été mon premier Jenny Colgan que j'ai aimé, mais ô combien aimé, et j'ai eu envie tout de suite après cette lecture de trouver un vieux van et d'y faire une librairie ambulante et de parcourir ma montagne dans les Alpes pour aller vendre des livres et faire découvrir la lecture à tout le monde en fait. Donc vraiment ça, après Jenny Colgan, j'ai eu une petite envie de reconversion professionnelle. Bien entendu, je ne suis pas allée au bout de ma démarche, même si clairement ça me donne très envie. Dans tous les cas, je suis toujours très heureuse de retrouver cette autrice. S'il y avait un mot pour moi qui peut définir et qui définit les romans de Jenny Colgan, c'est la douceur. Vraiment, on est sur de la douceur et vraiment à chaque fois, alors j'ai pas le sentiment quand je lis de Jenny Colgan de lire, vous savez, ces fameux romans qu'on va dire un peu romans légers, romans faciles. Pour autant, c'est pas non plus de la littérature compliquée à aborder, pas du tout, mais pour autant, je sais pas, son écriture et tout. Je ne peux pas dire autre chose que douce, douceur, doux, voilà, je définirais Jenny Colgan comme ça. Et là, du coup, le roman se déroule en Écosse, et d'ailleurs, en recevant ce roman, je me suis posé une question que je me pose à moi-même et que je pose à vous aussi. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. J'ai pas lu beaucoup de romans de Jenny Colgan, mais en tout cas, dans ceux que j'ai lus, tous se déroulent en Écosse. Et la question était, est-ce que tous les romans que Jenny Colgan a d'ores et déjà écrits se passent en Écosse? Voilà, si vous avez la réponse, je suis preneuse. En tout cas, celui-ci, c'est en Écosse. Je vous lis... rapidement le résumé. Gertie Mooney a toujours eu la tête dans les nuages. Depuis son plus jeune âge, elle rêve de quitter son village natal au nord de l'Écosse et de découvrir le monde. Mais à 30 ans, elle travaille dans la supérette de Carso et habite toujours avec sa mère et sa grand-mère dans le cottage familial où les habitués de leur cercle de tricot viennent s'adonner à leur passion de la pelote. Et depuis quelque temps, la laine a littéralement envahi chaque pièce de la maison, même sa chambre. Des changements s'imposent, et le destin semble être de son côté quand on lui propose de travailler pour McIntyre Air, la compagnie aérienne qui relie les petites îles de cette région reculée de l'Écosse. De fil en aiguille, une toute nouvelle vie s'annonce pour Gertie et ses plus grands rêves pourraient bien se réaliser. En lisant ce résumé, je me demande si... Alors on est sur un autre personnage, mais je pense parce que en fait le précédent roman de Jenny Colgan que j'ai lu et qui était également édité chez Charleston, qui s'appelle toujours Au-delà des nuages, se déroule en Écosse et on suit le personnage d'une jeune femme dont le grand-père possède la compagnie aérienne locale qui s'appelle McIntyre Air, et dans ce roman, la fameuse Gertie va a priori travailler pour McIntyre Air. Donc même si ce n'est pas forcément une suite, j'imagine qu'on va retrouver les personnages, certains personnages d'Au-delà des nuages dans ce roman, et ce n'est pas pour me déplaire parce que je m'étais vraiment attachée au personnage. Donc voilà, Jenny Colgan nous entraîne au cœur des Highlands dans une nouvelle comédie inoubliable sur le courage, l'amitié, l'amour et les liens familiaux. Jojo Moyes a écrit une délicieuse friandise. Voilà, quand je vous parlais de douceur, on est vraiment là-dedans, et je pense, il sort le 3 avril je crois, donc je pense que vraiment je vais enchaîner avec celui-ci qui me fait très envie. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler et je n'ai jamais parlé de ça ici. Il s'agit de jeux de société. Voilà. Alors je lis beaucoup, je fais plein d'autres choses. Mais c'est vrai que les jeux de société, c'est quelque chose que j'adore. Avec mon grand, on adore faire des jeux de société. Et vraiment, je prends énormément de plaisir à jouer, vraiment. Et pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert 2 jeux de société. C'était une super belle surprise parce que entre nous, c'est vrai qu'on tourne toujours autour des mêmes jeux de société, le Scrabble, je sais pas, le Trivial Poursuite, le Uno, etc. Et du coup, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de découvrir des nouveaux jeux de société, d'autant plus quand ce sont des jeux de société qui sont un peu de niche, dans le sens où, vous savez, c'est ce genre de jeu de société dont on ne voit pas la pub à l'atelier, qu'on voit
je crois pas dans les grandes enseignes de jeux de société, mais qu'on va retrouver dans des petits magasins de jeux de société un peu spécialisés qui mettent en avant des jeux de société créés par des gens passionnés et qui n'ont pas forcément comment dire, un gros pouvoir commercial, on va dire ça comme ça. Donc le premier jeu qu'il m'a offert, il s'agit de K2, mais peut-être que vous connaîtrez si vous êtes vous aussi fan de jeux de société. Il s'agit de ce jeu de société sur le fameux K2, le fameux sommet célèbre du K2, qui culmine à combien? Je ne sais plus à combien culmine le K2. Je ne sais plus à combien culmine le K2. Je vous le mettrai là par là parce que c'est quand même intéressant à savoir. Et le jeu de société en fait consiste à du coup monter cette ascension, d'aller jusqu'au sommet du K2. Donc nos pions sont des alpinistes qui partent du fameux camp de base et qui doivent monter jusqu'au sommet avec les contraintes qu'on connaît lors d'ascensions telles que celle-ci, à savoir l'acclimatation, à savoir la météo, à savoir l'équipement, à savoir l'entraînement. Enfin voilà, il y a plein de... Comment dire, il y a plein de petites cases à cocher quand même pour réussir à gravir ce genre de montagne. Et bien entendu, les adversaires vont un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues. La météo va nous mettre des bâtons dans les roues. Les cartes qu'on va avoir dans notre jeu vont nous mettre aussi des bâtons dans les roues. Donc on a un petit peu ouvert ça hier, avant-hier. C'est vrai que les parties durent généralement 1 heure. Je vous avoue qu'on ne l'a pas encore commencé de partie puisque déjà on a quand même passé un peu de temps sur l'installation du jeu, comprendre les règles, etc. Mais du coup on a vraiment hâte de s'y mettre, sachant qu'en plus on a un copain qui a ce jeu et qui adore ce jeu. Et je pense que ça va se transformer en soirée bière, pizza, jeu de société et ce sera juste parfait. Et il y a un autre jeu qu'il m'a offert qui s'appelle Medium, qui se présente comme ceci, que je trouve vraiment très beau. Alors pour le coup celui-ci on n'a pas encore joué puisque je l'ai que depuis 3 jours. Hein. Bienvenue puissant médium, votre réputation vous précède, mais seul l'un d'entre vous deviendra grand oracle. Échangez vos cartes pour accomplir vos prédictions secrètes, invoquez astucieusement les pouvoirs anciens pour vous aider, tentez de deviner les prédictions adverses sans que l'on devine la vôtre. Prenez garde, vos adversaires voient une partie de votre jeu au dos des cartes. Voilà, et c'est un jeu qui se présente un petit peu... Voilà, comme ça. Donc pareil, c'est un jeu dont je n'ai absolument jamais entendu parler et vraiment j'ai vraiment hâte de le découvrir. Est-ce que je peux vous montrer quelques... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Peut-être vous montrer quelques cartes comme ça, je sais pas si ça vous... Je sais pas si ça vous inspirera, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que je vous en reparlerai quand j'y aurai joué. Mais en tout cas, Medium, je suis vraiment très curieuse. Mais comme le K2, en fait, franchement, il a vraiment hyper bien choisi. Voilà, donc pour ce petit bout de vidéo qui clôt la vidéo de la semaine, je n'arrive pas à refermer la boîte. On va faire ça correctement, n'est-ce pas Laura? Mais en tout cas j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Merci encore pour vos visionnages sur les vidéos précédentes. Merci encore pour voilà, vos commentaires, vos échanges et vos partages. Et dans tous les cas, je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine.